Alors aujourd'hui, on va traiter l'exercice sur le push-pull. Dans le fascicule, c'est l'exercice numéro 7. Voilà. Généralement, il fait suite à l'exercice numéro 6, dans lequel on a déjà étudié, dans lequel on parlait de l'amplification en collecteur commun. En montage émetteur-suiveur. Alors je vais rappeler rapidement ce qu'il y avait dans l'exercice précédent, parce que ça va être très connecté avec cet exercice. Ce qu'on va faire. Donc on avait un transistor comme ça, dans cet exercice. Voilà. La tension sortie, c'était le potentiel d'émetteur en fait, qui débitait dans une résistance de charge. Ici, on a le net RCH, résistance de charge, égale à diohm, là aussi on reste avec une résistance de diohm, et qui est relié au 0 volt. Le collecteur du transistor est relié à un plus d'alimentation qu'on prend égal à 10 volts. Ça c'est un transistor NPN, et la tension d'entrée ici, voilà, qui est ici comme ça, et bien on l'appelle VO. Et c'est toujours par rapport à la référence des potentiels qui est à 0 volt. Pour alimenter ce montage, il y a un générateur de tension qui est branché entre le 10 volts, qui est branché entre le 0 volt. Et quand on avait étudié ce circuit, d'accord, eh bien, on avait vu que Vs était égal à VE moins les 0,6 volts qu'il faut pour faire conduire ce transistor. Pourquoi il faut 0,6 volts pour faire conduire ce transistor? Parce que dans un transistor NPN, eh bien, à l'intérieur, vous voyez, il y a l'équivalent d'une diode entre la jonction base émetteur et une diode entre la jonction base et collecteur. Et dans le fonctionnement normal du circuit, c'est cette diode qui le conduit, et quand elle est conductrice, eh bien, il y a 0,6 volts à ses bords. Donc la tension Vs, en gros, est égale à la tension VE moins 0,6 volts, puisqu'on perd 0,6 volts ici. Mais en gros, elle suit des variations, si V augmente, Vs augmente, etc. De la même manière. Voilà. Et l'intérêt de ce montage, c'est quoi? Eh bien, c'est que le courant assez fort qui est fourni à cette résistance de charge, eh bien, il vient essentiellement du collecteur du transistor, c'est-à-dire du plus 10 volts qui est en haut là. Et c'est seulement 1/100 de ce courant qui va arriver par la base, puisque avec la relation d'amplification du transistor, on sait que le courant base est 100 fois plus petit que le courant de collecteur et qui est à peu près égal au courant d'émetteur. Donc l'intérêt, c'est qu'en gros, VE pilote la tension Vs, mais c'est pas elle qui fournit le gros du courant qu'il va falloir pour maintenir cette tension Vs au bord de cette résistance de 10 ohms. D'accord? Donc elle ne fournit pas l'énergie en gros qui va de la puissance qui va dans cette résistance. La tension d'entrée. Ok, c'est ça l'intérêt. Maintenant, le défaut de ce montage, c'est que ce montage-là, il ne peut que injecter du courant dans la résistance, il ne peut pas en aspirer. Voilà. Parce que ce transistor, avec sa diode ici, il ne peut que fournir du courant, il ne peut pas en aspirer. Donc on ne peut pas faire des Vs négatifs. Et donc si on veut faire des Vs négatifs, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va mettre un transistor symétrique qui va permettre des conductions dans l'autre sens du courant ici. Et un transistor symétrique, ça sera un transistor NPN, qui va être relié comme ça. Et lui, cette fois, il va être accroché à un potentiel négatif qui va être pris de manière symétrique égale à moins 10 volts. Alors comment il marche le PNP? Normalement, on l'était vu avant les vacances. Mais en fait, à l'intérieur, les deux sont à l'envers par rapport à l'autre. C'est-à-dire, là, il y a une diode entre base et émetteur qui conduit de base vers émetteur. Là, cette fois, la diode est conduite de émetteur vers base. Et pareil, il y a une diode entre le collecteur et la base, mais elle conduit du collecteur vers la base. Ok, comme ça. Voilà ce qu'il faut voir un peu derrière ce transistor PNP. Donc celui-là, on va l'appeler Q1. Celui-là, on va l'appeler Q2, ce transistor. Voilà. Et nous, on va étudier ce circuit, on va voir comment il fonctionne, et puis on regardera ses défauts. Puis ensuite, on essaiera d'éliminer ses défauts. Alors pourquoi on appelle ça un push-pull? Eh bien, il y a un transistor qui pousse du courant vers la charge et l'autre qui est destiné à aspirer ce courant. Un qui pousse, un qui aspire. D'où le nom push-pull. D'accord? Alors, si on regarde un peu plus précisément ce qui est marqué dans l'énoncé, il écrit que Q1 et Q2 sont des transistors de gain bêta égal à 100. Ça voudra dire que le courant base il sera 100 fois plus petit que le courant de collecteur.
interprétation, et que leurs diodes internes seront modélisées par des diodes à seuil dont la tension seuil, V seuil, vaudra 0,6 volts. Ça veut dire que quand le transistor sera conducteur, notamment par la diode base émetteur, et bien la tension entre base et émetteur vaudra 0,6. Tension bande de 6 volts. Afin de ne saturer ni Q1 ni Q2, VE reste compris entre moins 10 et plus 10. Alors pourquoi déjà ça évite la saturation des transistors ça, que cette tension d'entrée soit comprise entre moins 10 et plus 10. Alors pour ça il faut se souvenir ce qui permet de définir qu'un transistor est saturé. Vous vous souvenez de comment on définit ça? Ça fait partie des cours antérieurs ça. Oui, c'est ça. Par exemple, s'il faut que Q1 soit saturé, il faut que les deux diodes soient passantes. Et notamment, il faut que cette diode-là soit passante. Et pour qu'elle soit passante, eh bien, il faut que le potentiel ici soit plus haut que le potentiel ici. Autrement dit, que le potentiel de base soit supérieur à 10 volts. Voilà. Et c'est pour ça que si on prend un VE plus petit que 10 volts, eh bien, ça ne se produira jamais. La diode base collecteur sera toujours polarisée en inverse et elle sera tout le temps bloquée. Et donc le transistor Q1 ne sera jamais saturé. Si on fait le raisonnement maintenant sur Q2, pour le saturer, lui, il faut que ces deux diodes soient passantes, donc notamment celle-ci soit passante. Pour qu'elle soit passante, il faut qu'on ait le potentiel le plus haut ici, et donc le potentiel le plus bas ici. Ça veut dire que le potentiel de la base, VE, doit être plus petit que moins 10. Ça va commencer à conduire à moins 10,6 volts. Mais ça ne se produira pas si on garantit que VE descend jamais en dessous de moins 10. Okay. Voilà, donc les transistors ne seront jamais saturés. Donc ces deux diodes-là seront tout le temps bloqués. Okay. Parce que ces deux diodes-là seront tout le temps bloqués. Voilà, donc les transistors, il y a deux solutions. Maintenant, ils peuvent être soit passant en régime linéaire, soit bloqués. Alors on va étudier le cas où Q1 est en régime linéaire. D'accord ? C'est la première question. On vous dit Q1 est en régime linéaire. Alors ça veut dire quoi, régime linéaire? Quoi qu'il y a bien retenu le cours sur le transistor, régime linéaire. Je crois qu'il y en a une qui est bloquée et l'autre qui est passante. Voilà, celle-ci est bloquée et cette diode est passante. Voilà. Et bien donc la conséquence du régime linéaire, c'est que cette diode est passante et donc la tension à ces bornes, ça sera 0,6 volts. Donc on aura ici 0,6 volts, je réfléchis la tension base émetteur, et je dis c'est égal à 0,6 volts. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le potentiel de la base est 0,6 volts au-dessus du potentiel de l'émetteur. Mais le potentiel de la base c'est VE. Et le potentiel de l'émetteur c'est VS. Donc en fait, j'en déduis directement que VE est 0,6 volts au-dessus de VS, et ça je peux l'écrire, VE égale VS plus 0,6 si j'écris mathématiquement. Alors, j'aurais pu le faire avec une loi d'émail, ça, mais en fait, je peux le faire directement. On peut le faire avec une loi d'émail, hein. Cette tension plus celle-ci doit être égale à celle-là. Bon. Ensuite, je retourne la formule, c'est-à-dire, j'en déduis que VE moins 0,6 est égal à VS, et donc j'en déduis que VS est égal à VE moins 0,6 volts. Voilà. Le résultat, c'est que la tension de sortie, voilà, elle va bien suivre la tension d'entrée. C'est-à-dire si VE monte, VS monte, etc. Mais avec un décalage de 0,6 volts vers le bas. Okay. Voilà, ça, de toute façon, c'est ce qu'on avait déjà établi dans l'exercice numéro 6. En Q1 commun. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire de nouveau ici? C'est la même chose, mais quand Q2 est passant, ou Q2 en régime linéaire. Alors, si Q2 est en régime linéaire, qu'est-ce que je vais en déduire? Bien, cette fois, si c'est Q2, c'est plus ça qui vaut 0,6 volts. C'est ici que Q2 en régime linéaire, ça veut dire que c'est cette diode qui est passante. Donc, c'est-à-dire que cette tension-là, maintenant, celle-ci sera égale à 0,6 volts. C'est-à-dire que le potentiel, il faut que le potentiel, cette fois, de ce point-là, soit 0,6 volts au-dessus du potentiel de ce point-là. D'accord? Donc, cette fois, c'est VS qui doit être 0,6 volts au-dessus de VE. Donc je l'écris directement avec la formule mathématique, VS égale VE plus 0,6. Voilà. Et c'est pas la même relation. Alors, c'est pareil, VS suit VE, mais cette fois le décalage n'est pas de 0,6 vers le bas, mais 0,6 vers le haut.
Alors, question c'est, pourquoi, à votre avis, on ne peut pas avoir à la fois Q1 et Q2 en régime linéaire? Parce que s'il y en a un qui est en régime linéaire, ça va dans un sens. Si c'est l'autre qui est en régime linéaire, ça va dans un sens. Le courant il va dans l'autre sens. Oui, exactement. Voilà. Bon, on peut le voir de plein de manières. On peut le voir mathématiquement. Déjà, VS, il ne peut pas être égal à VE moins 0,6 et à VE plus 0,6. Il ne peut pas être égal. Les deux égalités ne peuvent pas être vraies en même temps. C'est pas possible. Ensuite, c'est pareil. Soit, en gros, le courant a tendance à vouloir aller de là vers là. C'est cette diode qui conduit. Et c'est Q1 qui conduit. Et ça sera plutôt lorsque VE sera plus grand que 0 volts. Soit les forces électriques, ou les potentiels, font que le courant a tendance à vouloir aller dans ce sens-là. C'est-à-dire le potentiel ici plus bas que le potentiel ici. Et dans ce cas-là, c'est cette diode qui conduit. D'accord ? Mais ça ne peut pas être les deux. Le courant, il ne peut pas tourner dans les deux diodes comme ça. Parce que le potentiel ici ne peut pas être plus haut que celui-là et plus bas que celui-là en même temps. D'accord ? Alors, on va écrire c'est quoi la question là? C'était formulé comment? Ouais. Alors. Être en régime. En même temps, car VE ne peut pas être à la fois 0,6 volts au-dessus de VS et 0,6 volts en dessous. Donc il faut juste avoir à l'esprit à ce stade-là, c'est que c'est soit Q1 qui conduit, soit c'est Q2, mais jamais les deux en même temps. Okay. Alors ensuite, on va se fixer une tension d'entrée ici, par exemple, pour faire un bilan un peu plus complet de ce qui se passe dans le circuit. Donc on a une tension de 4,6 volts en entrée, et on va essayer de trouver la valeur de VS, donc la valeur du courant ensuite qui passe dans la charge. On en déduira le courant qui va sortir par l'émetteur de Q1, le courant aspiré par l'émetteur de Q2. Une fois qu'on a déduit les courants d'émetteur, on en déduira les courants de base. Et enfin le courant d'entrée. Ici. On va faire ça. C'est la question D. Donc on va VE, on va prendre égal à 4,6 volts, on va amorcer un tableau. Donc. Une fois qu'on a VE, ensuite on fera VS, IS, IE1, IE2, IB1, IB2, IE. Et voilà. Alors si la tension d'entrée est de plus 4,6 volts, à votre avis, quel des transistors va être conducteur? Ouais, ça va être Q1. Puisque le potentiel ici étant positif, le courant va avoir tendance à vouloir aller dans ce sens-là. Puisqu'ici on a un 0. D'accord. Bon, de toute façon, si jamais vous faisiez l'hypothèse que vous ne savez pas, vous n'avez pas d'intuition, vous dites, supposons que ce soit Q2 qui soit passant. Ce qui va être faux. Hein. Mais si vous dites Q2 est passant, vous en déduisez qu'il y a 0,6 volts au bord de cette diode. D'accord. Donc cette relation est vraie. Donc le VS, vous notez pas parce que c'est faux, hein, mais le VS ici va être égal à 4,6 plus 0,6. C'est-à-dire qu'en fait, ici on aurait 5,2 volts. J'aurais plus 5,2 volts ici. Et si j'ai plus 5,2 volts, ça veut dire que le courant ici, il va du potentiel le plus haut au plus bas, il est dans ce sens-là. Et le courant dans ce sens-là, c'est incompatible avec la conduction de cette diode-là.
Alors, cette diode, elle conduit pas le courant dans ce sens-là. Ça, c'est quand Q2 est en régime linéaire. C'est si Q2 était un régime linéaire, mais c'est faux. Hein. Ça aboutit à une absurdité, en fait. Parce que, en fait, si on dit Q2 en régime linéaire, on se retrouve avec 5,2 volts ici, c'est-à-dire que le courant ici est sortant. Et quand le courant est sortant, il n'y a pas d'autre solution que Q1 conducteur. En fait. Le courant sortant, il vient par Q1. Q2 ne peut pas conduire le courant dans ce sens-là. C'est pas possible. Ok. Il peut que aspirer du courant du fait de la diode qui est ici. Okay. Donc c'est Q1 qui est passant, et quand c'est Q1, la relation qui va bien, c'est celle-ci, c'est VS égale VE moins 0,6. Donc là, je retranche 0,6, ça fait VS égale 4 volts. Voilà. Une fois que j'ai 4 volts ici, pour avoir un courant dans la résistance, c'est assez simple, il suffit de prendre les 4 volts et diviser par 10 ohms. Donc là, ça nous fait 4 volts sur 10 ohms. Et ça fait 0,4 ampères. Ce courant de 0,4 ampères, il arrive par quel transistor? On a dit Q1. Donc ça veut dire que les 0,4 ampères arrivent par Q1, c'est-à-dire que le courant d'émetteur de Q1 vaut 0,4 ampères, et Q2, lui, il est bloqué. Ensuite, le courant dans la base de Q1, ici, alors, du fait de l'effet transistor, le courant dans la base de Q1, eh bien, c'est un centième du courant qui circule entre collecteur et émetteur. On va faire l'approximation courant de collecteur égale le courant d'émetteur, puisque le courant de base, il est 100 fois plus petit. Donc, il est négligeable. On a déjà fait ça dans des vidéos précédentes, j'ai déjà expliqué ça un peu plus en détail. Okay. Donc le courant de base, normalement, c'est IC1 sur bêta. Mais en fait, on va dire que c'est IE1 sur bêta, puisque IC, le courant de collecteur, en régime linéaire, c'est à peu près égal au courant d'émetteur. Et donc ça fait 0,4 ampères divisé par 100 cette fois, parce que bêta vaut 100. Hein. C'est IC1, monsieur? IC1, IC1, c'est le courant, c'est le courant qui arrive par le collecteur. Alors si je fais ça, ben, ça fait donc les 0,4 ampères divisé par 100. Et ça fait 4 milliampères. 4 milliampères. Le courant dans la base de Q2, c'est 0, puisqu'il n'y a pas de courant en Q2. Il est bloqué. Et le courant d'entrée, eh bien le courant d'entrée, si on regarde sur le circuit, eh bien, il est égal à IB1, parce que là, il n'y a pas de courant. Donc, il fait 4 milliampères. Alors, une fois qu'on a fait ça, après, on peut faire le cas symétrique. Donc, le cas symétrique va être le suivant. Au lieu de mettre 4,6 volts en entrée, je mets moins 4,6 volts. Donc là, je mets un moins. Le potentiel est négatif ici. Donc le courant va avoir tendance à aller du potentiel le plus haut, qui est cette fois le 0 volts, pour aller vers le moins 4,6. Et donc ça va faire conduire Q2. Donc cette fois, c'est Q2 qui est passant. Et donc le VS sera égal à VE plus 0,6. Donc moins 4,6, je rajoute 0,6, ça fait moins 4. Le IS, eh bien, il vaut moins 4 sur 10 ohms. Et ça fait moins 0,4 ampères. Ce courant, il arrive, il est aspiré non pas par Q1, mais par Q2. Donc en fait, dans Q2, on aura les 0,4 ampères. Et dans Q1, on aura 0 cette fois. Là, je ne mets pas moins 0,4. Pourquoi je ne mets pas moins 0,4? Parce que le courant est rentrant, vous voyez, il va bien dans le sens de la flèche de l'IE. Donc il est compté positivement. Et le courant de base de Q2, du coup, ce sera égal à 0. Pour Q2. 4 milliampères, et pour IB1, ça sera 0. Ça veut dire qu'ici, on va aspirer 4 milliampères. Ah, pardon. Le IB2, j'ai mal fléché. Parce qu'en fait, ça conduit dans ce sens-là, il vaut mieux le flécher comme ça. Enfin, je préfère flécher comme ça il est positif, c'est sens réel du courant, si vous voulez. Ça. Et par contre, un IB2 positif correspond à un IE négatif, dans le sens réel de la force. Donc le IE, lui, sera à moins 4 milliampères. Et ensuite, maintenant, on va mettre une petite tension en entrée pour comprendre ce qui va se passer
si je mets seulement 0,4 volts. Donc j'ai un potentiel qui est positif, donc les charges ont tendance à vouloir aller quand même du 0,4 volts vers le 0 volt ici. Donc c'est cette diode qui a tendance à vouloir conduire, enfin, peut potentiellement conduire, mais en fait ça ne va pas conduire, pour quelle raison? C'est en dessous des seuils. On n'atteint pas les 0,6 volts qui sont nécessaires pour faire conduire la diode. Donc en fait, Q1 et Q2 sont bloqués, les deux transistors. Ils sont bloqués, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de courant IS, moins 0, et donc VS aura 0. Donc là, on va faire, donc 0, si on met 0,4 volts, il n'y a pas assez de tension pour faire conduire Q2. Donc I1 vaut 0, Q1 pardon. Q2, de toute façon, lui, il n'est pas polarisé dans le bon sens, il est bloqué. IS vaut 0, DS vaut 0, une courant de base, 0, courant d'entrée 0. Pareil, si je mets une petite tension négative, à moins 0,4 volts, eh bien, j'ai pas. Les charges auraient tendance à vouloir aller dans ce sens-là, mais il n'y a pas assez de tension. Mais là, il n'y a pas assez de tension pour faire conduire cette diode-là, donc on ne pourra pas faire conduire Q2, Q1 il n'est même pas polarisé dans le bon sens. Donc ça sera 0 volt dans Q1, dans Q2, 0 ampère, 0 ampère pour IS, donc VS sera 0 volt, on met du 0 partout. Alors on a vu ce qui se passe pour 4 valeurs de tension en entrée. Maintenant on va généraliser ça et on va envisager toutes les valeurs de tension en entrée, comprises entre moins 10 et plus 10. Et comment on fait ça? On va passer un graphe. Dans ce graphe, qu'est-ce qu'on avait? On va mettre VE sur cet axe et VS. Alors on sait que l'idée quand même générale du circuit, c'est que VS suit VE à 0,6 volts près. Alors on va dans un premier temps négliger ces 0,6 volts, on va considérer le cas dont on rêverait, c'est qu'en fait il n'y ait pas de décalage entre VS et VE. Donc VS sera égal à VE. Si, si je voulais tracer la caractéristique VS égale VE, qu'est-ce que je dois tracer là? Une droite X égale Y, c'est-à-dire à 45 degrés. Donc c'est ça. Donc on va la mettre parce que ça va être notre point de référence quand même. Donc je la mets comme ça. Et ça c'est VS égale VE. Voilà, je la mets en pointillé parce que ça ne va pas être la réalité. Alors la réalité, qu'est-ce qu'elle dit la réalité? Elle dit déjà que pour les VE petits, enfin proches de 0, la tension de sortie, ça sera 0. Et proche de 0, bien c'est dans quelle plage exactement? Voilà, c'est entre moins 0,6 volts et plus 0,6, puisque dans cette plage-là, il n'y a pas assez de tension pour faire conduire aucune des deux diodes. Donc on va exagérer un peu, mais ici on va dire là c'est plus 0,6 volts. Là c'est moins 0,6 volts. Et bien entre ces deux valeurs de tension d'entrée, la tension de sortie ne décolle pas du 0. C'est ça. Une courbe plane. Ensuite, si en entrée je dépasse les 0,6 volts, là, eh bien on a vu que cette diode se met à conduire et que le transistor Q1 se met à conduire. Donc en fait, dans cette zone-là, voilà, on aura Q1 qui sera conducteur, passant, et le VS sera égal à VE moins 0,6 volts, c'est ce qu'on a établi tout à l'heure. Alors VS égale VE moins 0,6 volts, ça donne quoi comme courbe? C'est presque du VS égale VE, mais descendu de 0,6 volts. Alors ça fait quoi sur une courbe? À croire de cette courbe-là, il va descendre de 0,6 volts. Donc, par exemple, le point ici qui était à plus 0,6, il tombe à 0. Et voilà, ça fait une courbe qui a la même pente que celle-là, mais décalée de 0,6 volts vers le bas.
Ouais. Et là, c'est plus 1 qui conduit. Ensuite, si je fais. Si je descends en dessous de moins 0,6 volts, bien dans cette zone-là, ça va être Q2 qui sera passant. Transistor PNP. Et on a vu que dans ce cas-là, VS est égal à VE plus 0,6 volts. Donc ça, c'est la courbe VS égale VE, non pas descendu de 0,6 volts, mais remontée de 0,6 volts. Donc je pars de cette courbe-là et hop, je la remonte de 0,6 volts. Ça va mettre là. Voilà. Et qu'est-ce que je constate ici? Au lieu d'avoir la caractéristique idéale pour choisir VS égale VE, eh bien, on a une caractéristique approchante qui a une zone morte là, pour les basses tensions, pour lesquelles il ne se passe rien, c'est-à-dire il n'y a rien sur la sortie. Et ça va induire ce qu'on appelle de la distorsion en langage d'amplification, c'est-à-dire que le signal de sortie ne sera pas totalement fidèle au signal d'entrée. On va regarder ce que ça donne si jamais on met à l'entrée du circuit une tension sinusoïdale de faible amplitude. À quoi ressemble la distorsion de croisement? Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut observer sur un oscilloscope, dans le cercle horizontal. Donc ça, c'est une question qui est la même. Alors, VS si VE est égal à un sinusoïde de 4,6 volts près. C'est bien ici ce que c'est. Donc je trace la sinusoïde. Comme ça. Maintenant, la sinusoïde, elle est comme ça. Elle monte et elle descend. Sur la crête, là, je vais avoir plus 4,6 volts. Et sur la crête inverse, moins 4,6 volts. Ça, c'est le VE. Maintenant, on va se poser la question du VS. Donc le VS, déjà, tant qu'il est compris entre moins 0, le temps que le V est compris entre moins 0,6 et plus 0,6, le VS, il vaut 0. Donc ce qu'on va faire sur le VE, là, on trace un niveau, enfin, il exagère un petit peu, mais ici on dit que ça c'est du plus 0,6 volts. Et là, on va moins 0,6 volts. Et bien, quand on est entre ces deux niveaux, la tension de sortie vaut 0. Et entre ces deux niveaux, ben, c'est donc de là, voilà, et la tension de sortie, là, elle vaut 0. Là, on va avoir des plats, on passage par 0. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer si VE est plus grand que 0,6 volts? C'est-à-dire quand on est là, au-dessus, ben, on a vu quand il y avait plus que 4,6 volts, la tension de sortie était à 4 volts, et 0,6 volts en dessous. Et puis ça va être vrai dans toute cette zone-là, puisque VS égale à VE moins 0,6. C'est-à-dire que la courbe qu'on va avoir ici, c'est la courbe bleue descendue de 0,6 volts. Donc ça ressemble bien à ça. On va faire un arrondi là, ça redescend comme ça. Voilà, et on aura la même courbe qu'on va faire ici. Oui, par contre, ça c'est très rouge que tu fais ça. La ligne discontinue. Non, non. Non, parce que quand on est ici, on est à 0,6 volts sur la bleue. Et la rouge, c'est la bleue moins 0,6. Ah, ok. Tu comprends? Donc là, je suis à 0,6, moins 0,6, je trouve à 0. Et ça fait la continuité avec la. Il y a la continuité avec 0 volts qu'on avait à la plage d'avant. Et quand on est donc pour les valeurs de VE inférieures à moins 0,6 ici, eh bien, la tension de sortie, c'est la tension d'entrée plus 0,6 volts, c'est-à-dire on avait vu que pour moins 4,6, on avait moins 4 ici. Et pareil, ça va être les mêmes variations, mais relevé de 0,6 volts. On va faire quelque chose comme ça. Voilà, donc là, on a plus 4. On se met. Ici, on trouve bien le moins 4.
c'est grave, c'est ce phénomène de plat qu'on observe au moment du passage par zéro de la symétrie d'entrée, ça s'appelle de la distorsion de croisement. Cette chose-là, là, on appelle ça de la distorsion de croisement. Est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave? Ça dépend de l'exigence qu'on a sur l'amplification. Et puis, si jamais on réalise par exemple un ampli audio, hein, puis qu'on branche un haut-parleur, eh bien cette distorsion de croisement elle va s'entendre surtout si on met des sinusoïdes de petite amplitude. C'est-à-dire si on met le son de l'ampli pas fort. Parce que ces parties-là, ces durées-là ne seront pas négligeables par rapport à la période complète de la sinusoïde. Par contre, vous imaginez si jamais on mettait des sinusoïdes, je sais pas, à 40 watts de truc. Ce laps de temps là, de franchissement il devient plus court. Et là, ça s'entend beaucoup. Ça devient négligeable. Okay. Bon, en général, quand on fait des amplis audio, on essaye quand même d'éliminer la distorsion de croisement. Et là, je vais vous expliquer comment on peut faire pour éliminer cette distorsion de croisement. D'accord? Ou la rendre négligeable.